Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous évoquerons dans cette édition la responsabilité des maçons dans les effondrements d'immeubles. Ce phénomène est devenu si courant à Abidjan que l'on est en droit de vérifier les qualifications des ouvriers. Notre équipe de reportage a mené ses recherches dans la commune de Songon. Et ce drame survenu à Kampala, la capitale ougandaise, 26 personnes sont mortes et 39 autres sont portées disparues après l'effondrement samedi dernier d'une décharge dans la capitale. Il s'agit de la décharge de Kitezi, un site de 14 hectares situé dans un quartier du nord de la capitale. Les effondrements d'immeubles sont devenus légion en Côte d'Ivoire ces dernières années. Entre la qualité des matériaux de construction et les qualifications des maçons, l'on ne sait plus où se trouve le véritable problème. Notre équipe de reportage est allée dans la commune de Songon à la rencontre de maçons sur différents chantiers. En sujet de Karine Balima, Théodore Zouzou, Gilles Tonian et Dieudonné Silué. Quartier EVA côté gauche dans la commune de Songon, un lieu où le secteur immobilier est en pleine expansion. Fofana Kwame est maçon. Ce matin, sur cette voie non bitumée, une équerre à l'épaule, il se rend dans ce quartier. Je m'en vais au chantier pour aller travailler. Pour le moment, c'est ici où on a le chantier. À quelques mètres de là se trouve son chantier, une maison en construction. Ici, les ouvriers sont déjà à la tâche. Fofana Kwame suit le rythme de travail avec la mise en place de la fondation d'une clôture. Il faut faire une bonne fondation, avec le bon fer, pour que la maison puisse tenir. Ce que nous, on est tous sur le terrain, avec les architectes, avec les techniciens, c'est ce que nous on fait. Il fustige les accusations des uns et des autres contre leur corporation en matière d'effondrement d'immeubles. Il y a certains protègent des chantiers. Quand ils disent qu'il faut payer ça, ils disent qu'il faut débrouiller. Il faut débrouiller. Afin de débrouiller, après, ça devient autre chose. Le maçon aussi, il y a des gens qui ont problème d'argent. Quand on dit ça, il prend. Voilà, ils s'engagent dedans. C'est ce qui fait ça. Sur son chantier se trouvent des manœuvres plus jeunes. Ici, élève en classe de 3e. Comme ce sont les vacances, je suis venu là pour travailler un peu. Là, comme ça, il va avoir un peu 6 mois pour acheter les fournitures en fait. Comme ils sont en train de construire des bâtiments là, donc nous on est venu pour venir s'installer un peu, pour vendre le ciment un peu. À cet autre endroit de la cité, un immeuble R+4 en construction. La qualité des matériaux utilisés et la solidité du bâtiment fondent le travail du chef chantier. Quand les briques ne sont pas solides, ça fait que souvent les états s'écroulent. Et puis aussi, il n'y a pas de bon matériel. Quand il parle de matériel, le ciment, les fers, ainsi de suite. Donc, c'est plus important d'avoir les briques très solides. Raison pour laquelle on a fait appel aux industriels pour nous apporter des briques industrielles. Le représentant du propriétaire refoule les accusations des manœuvres et revient sur le matériel utilisé pour avoir des maisons résilientes aux intempéries. Ceux qui disent que les gens ne mettent pas les moyens à la portée des chefs maçons, bon, ça dépend. Tout ce qu'on fait, c'est le matériel. Surtout quand tu attends un bâtiment, c'est le nouveau. La fondation et le sous-bâtiment, c'est ça qui fait une maison. Le matériel que tu vas prendre. Par exemple, où il te faut du diamètre 12, toi tu t'en mets du 8, le bâtiment ne peut pas tenir. Nous, les propriétaires, on donne les moyens. Par exemple, cet immeuble-là, vous voyez, c'est bien fait, bien construit. Le sous-bâtiment est parti presque à 2,50 m à 3 mètres. Quand la maison s'écroule, c'est une très grande perte. Donc, fais-toi suivre par un architecte, un technicien. La responsabilité en matière d'effondrement d'immeubles est partagée. Tout propriétaire de terrain nu gagnerait à se faire accompagner par un architecte afin de venir à bout des effondrements d'immeubles. La commune d'Abobo, le réseau national des associations s'est donné pour mission d'assainir certains quartiers. Une opération grand ménage pour débarrasser le quartier de P418 notamment de l'insalubrité et des déchets qui nuisent à la santé des habitants. L'activité s'est tenue le week-end dernier, comme nous le montre nous Sangari. P418 dans la commune d'Abobo. Avant d'entamer l'opération Grand Ménage, les responsables du réseau national des associations RENA mettent leurs gants, leurs gilets, leurs bottes, leurs cache-nez, leurs casquettes et récupèrent les râteaux pour rejoindre le groupe. Le coup d'envoi est lancé, l'équipe est à la tâche. Occasion pour les organisateurs de sensibiliser les populations. Cette initiative parce que d'abord, pour nous-mêmes, notre propre bien et le bien de la population. On demande aux parents de ne pas envoyer les tout petits pour verser les ordures dans les bacs.
qu'ils prennent des personnes que leur mère peut arriver à la BAC. Nous, notre action aussi, c'est de sensibiliser. Sensibiliser la population pour ne pas que, après le grand ménage, nous voyons les mêmes choses se répéter. Touchés par ce geste de salubrité, des habitants participent à l'opération. Vraiment, je trouve l'initiative vraiment très porteur. Nous-mêmes qui sommes habitants du quartier, on n'a pas eu à prendre cette initiative-là et ils sont venus à notre aide pour pouvoir vraiment, on ne peut que les saluer. Ce matin, je sors au dehors, j'ai vu les gens, quelqu'un est là pour ranger notre quartier. C'est ça que je suis sorti. Je viens encore pour aider. À défaut d'emboîter le pas à ces volontaires, ces mères de famille sont reconnaissantes aux initiateurs de l'opération. Ce matin, on est venu, on s'est levé, on est venu trouver que les gens étaient en train de nettoyer le quartier propre. Donc on dit merci à tous ceux qui ont fait pour nous, on dit merci. Cette opération vise à accompagner la politique du gouvernement et à offrir un cadre de vie sain aux citoyens ivoiriens. Dans un autre chapitre, solidarité cette fois, Génération Pas Chez Nous, une ONG créée il y a environ 6 ans, pose des actions sociales, notamment dans le domaine de l'éducation. L'association fondée par le pasteur Patricia Avit a offert des fournitures et des vivres aux pensionnaires de l'orphelinat centre d'accueil Bethel Food. C'est un don d'une valeur de 8 millions de francs CFA que nous commente Clément Bocco. Je ne suis pas venu te dire tu seras pauvre et chaque année quelqu'un va venir te donner à manger. Je suis venu te dire que par toi, les prochains orphelins auront de quoi manger. Je suis venu te dire que par toi, alléluia. C'est par une exhortation au dépassement de soi que le pasteur Patricia Avit, présidente de l'ONG Génération Pas Chez Nous, a partagé son expérience de vie aux États-Unis d'Amérique où elle vit depuis une vingtaine d'années. Un appel au changement de mentalité, gage de toute réussite et indispensable pour le développement personnel et le développement de l'Afrique. En plus des paroles de vie, Patricia Avit est arrivée dans cet orphelinat les mains chargées de cadeaux. Dans 2 Timothée 2,15, la Bible nous rappelle « Soyez approuvés de Dieu en étudiant ». Donc, au travers de l'éducation, on combat la pauvreté parce qu'on leur donne une éducation, on leur donne de pouvoir avoir de quoi faire et par le travail, eux aussi, ils puissent maintenant se prendre en charge. Donc, l'éducation est vraiment au centre de notre ONG Génération Pas Chez Nous. Mon objectif avec l'ONG, c'est chaque fois que nous avons une édition, de doubler notre impact. D'une valeur d'environ 8 millions de francs CFA, ces dons viennent à point nommé selon la première responsable du centre. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie d'accueillir maman Avi, qui a quitté jusqu'aux États-Unis pour venir donner des cahiers, des sacs, du riz, de l'huile à plus de 200 enfants. C'est vraiment une joie pour moi. Je voulais seulement dire merci à celui qui est en haut, qui est notre Père Céleste, qui est tout pour nous. Le centre d'accueil Bethel Food ambitionne se déployer dans d'autres villes du pays, mais les défis restent encore nombreux. D'où un appel aux bonnes volontés pour emboîter le pas à l'ONG Génération Pas Chez Nous. Une autre école se démarque bien et se positionne comme l'une des plus excellentes du pays, c'est l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Le ministre de la Transition numérique a reçu aujourd'hui 14 étudiants admis à mobilité, un enseignant-chercheur admis au CAMES et une ancienne étudiante devenue docteur et prix national 2024 de la meilleure initiative féminine dans le domaine des TIC. Ibrahim Khalil Konaté a exprimé toute sa fierté et ses encouragements à ce pur produit de l'ESATIC. C'est ce que nous montre Clément Bocco. C'est à présent une tradition à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Professeur Adama Konaté, directeur général de l'ESATIC, présente les personnes qui se sont illustrées de fort belle manière au cours de l'année académique 2023-2024 au ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Nous célébrons aujourd'hui nos étudiants brillants admis au programme de mobilité à l'étranger, au nombre de 14. Ces étudiants poursuivront leurs études dans des établissements partenaires. Ils sont l'incarnation de l'excellence académique et le reflet de l'engagement de l'ESATIC à fournir une éducation de classe mondiale. Ensuite, nous honorons l'un de nos enseignants-chercheurs qui a été récemment promu au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur au rang de maître assistant.
Il s'agit du docteur Agua Raoul. Enfin, nous célébrons la réussite exceptionnelle de notre lauréate du prix national d'excellence de la meilleure initiative féminine dans le domaine des TIC pour l'année 2024. Il s'agit de mademoiselle Somlawa Mia Kassi. Ces personnes à l'honneur ce jour reçoivent chacune un ordinateur flambant neuf des mains du ministre qui n'a pas tari d'éloges à leur égard, non sans inviter les 14 étudiants ayant obtenu des bourses d'études pour l'étranger à revenir servir la Côte d'Ivoire une fois les études achevées. Comment on fait pour que ces jeunes-là, avec tout ce bagage-là, ne retournent pas ou ne restent pas là où ils ont été formés, au détriment de notre pays qui a besoin de ces instruments. Mais aussi, il faut pouvoir échanger avec le secteur privé. Et je l'ai dit, l'Ivoire-Tech que nous allons organiser, le cœur de l'Ivoire-Tech, ça sera donc les échanges B2B entre les diplômés et les grandes entreprises de la place, entre les diplômés et les DSI en Côte d'Ivoire, entre les diplômés et les structures publiques de l'État de Côte d'Ivoire. La fuite des cerveaux vers l'Occident est un manque à gagner pour la Côte d'Ivoire. Et Khalil Kounaté s'est engagé à revaloriser les salaires de tous les professionnels des TIC qui reviennent servir leur pays. Pendant ce temps, les parents, eux, sont instruits sur l'éducation de leurs enfants. Le rôle des parents dans l'éducation des élèves et des étudiants peut être crucial s'il n'est pas respecté et s'il n'est pas mis en pratique selon les normes. Comment, justement, les parents devraient-ils s'engager aux côtés de leurs enfants pour leur permettre une vie scolaire et estudiantine réussie? C'était à l'occasion d'un panel. Cette question a été abordée. Je vous propose de regarder. Faciliter la communication entre parents et enfants pour une meilleure éducation, mais aussi soutenir des familles à faible revenu pour la scolarisation de leurs enfants est l'objectif de l'ONG Human Impact Group. Ce jour, elle organise un panel dénommé la rentrée solennelle des parents, un événement au cours duquel des experts en éducation, acteurs de l'enseignement scolaire et des parents échangent sur les méthodes à adopter pour permettre aux enfants et adolescents d'avoir des comportements citoyens et responsable. Toute société, toute famille a un trésor, le plus précieux. Ce ne sont pas les biens qu'on accumule, ce sont nos enfants. Donc on a une obligation de les éduquer. Et cette éducation, si elle est bonne pour la famille, mais elle est aussi bonne pour la société. Ça fera d'eux des citoyens modèles, intégrés et qui participent au développement de la société. Ces genres de rencontres permettent de savoir qui on est, quels sont les manquements que nous avons dans notre façon de faire pour les améliorer, pour le bien de nos enfants. Être parent, c'est un métier, le métier le plus difficile au monde qui n'a pas d'école malheureusement. Donc la communication peut être ce pilier-là qui va permettre aux parents de comprendre son enfant, mais surtout de comprendre les mots qui l'entourent et mieux l'accompagner dans son éducation. Tous les enfants qui m'écoutent en ce moment, vous êtes des champions. Comprenez que votre cerveau est plus puissant que le dernier ordinateur que vous pourrez utiliser et parce que vous avez toutes ces capacités. Donc croyez juste en vous. L'éducation est un élément très important et sans éducation, nous ne sommes rien. Voilà, l'éducation à tous les niveaux, que ce soit au travail, quand on n'est pas bien éduqué, on ne peut pas être un bon chef d'entreprise, on ne peut pas être un bon agent. Une action saluée et soutenue par l'artiste-chanteur ivoirien Abou Nidal. Quand nous parlons des parents, nous parlons aussi des enfants. Bientôt c'est la rentrée scolaire, comme je l'ai dit. Nous allons accompagner pas mal de familles pour doter ces familles-là de kits scolaires pour que le maximum d'enfants puissent aller à l'école en tant qu'ambassadeur de l'éducation nationale. L'enfant n'a pas décidé de naître. Quand tu mets un enfant au monde, il faut lui permettre d'être scolarisé parce que l'éducation est la base. ONG Human Impact Group œuvre en faveur des orphelins, des enfants atteints de maladies graves et des familles vulnérables. Vous venez de voir le reportage d'Assit Andiara. C'est un business qui prend de plus en plus d'ampleur et intéresse également beaucoup de femmes ivoiriennes. La vente du jus de coco est devenue une attraction même dans le sud Comoé, sur la route de Mondoukou particulièrement. Là-bas, un groupe de femmes s'est spécialisé dans la vente de noix de coco. Et surtout, nous voudrions savoir, à travers le reportage que nous vous proposerons dans nos prochaines éditions, d'où proviennent ces noix, à
Combien sont-elles achetées et leur commercialisation rapporte-t-elle aux femmes de la localité? Les interrogations auxquelles répondront donc Karine Balima, Théodore Zouzou et Enza Traoré. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a été commémorée à Boya, une sous-préfecture de l'Est du pays. Les forces vives ont réaffirmé leur volonté de contribuer à l'éducation d'une Côte d'Ivoire solidaire. Un reportage. Bienvenue à Yao Bilekro, sous-préfecture de Boya, dans l'Est ivoirien. Ici, les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire commencent tôt le matin par les activités ménagères. Sur la place principale, le costume reflétant les valeurs traditionnelles et les références coloniales sont de sortie. Et face aux autorités coutumières et administratives, les forces vives et les différentes franges de la population expriment leur désir d'œuvrer en synergie pour le développement harmonieux de la localité. Qu'avons-nous fait de nos 64 ans à titre individuel et collectif? Interrogeons-nous à l'image du père fondateur Félix Houphouët-Boigny en ces termes. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois? L'an 64, c'est aussi se démarquer de façon citoyenne. Un planting d'arbres a clos la célébration. Le discours était aussi le même à Montezo à l'occasion de la célébration de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août dernier. Là-bas, un accent particulier a aussi été mis sur la cohésion sociale et l'unité entre les populations. Reportage. 10 ans après l'instauration des fêtes tournantes dans le département d'Alépé, dans la région de Lamé, le village de Montezo, à 8 km d'Alépé, accueille enfin la célébration de l'indépendance. Une joie partagée par toutes les couches de la population. Nous nous réjouissons d'être ici en ce moment historique, en ce jour historique, pour commémorer l'indépendance, pour festoyer avec toute la communauté d'Alépé, tous nos parents de Montezo. C'est un moment assez spécial, un moment de gaieté, un moment de convivialité, le moment de promotion du vivre ensemble, un moment de valorisation de la culture. Donc vraiment, ça a été une journée remplie de joie, une journée de convivialité. Cela pour nous revêt un caractère historique important, le fait d'être choisi, et c'est un honneur qui nous est fait. Donc, en tant que l'un des anciens villages de la communauté Lépin, il était bon que nous organisons pour accueillir tous ceux qui sont venus. À l'entame des festivités, le préfet du département d'Alépé, après le passage en revue des troupes, a exhorté la population au vivre ensemble. Nous invitons les jeunes à ne pas rester jeunes, mais à être beaucoup plus matures. Parce que c'est la seule condition nécessaire d'être des véritables citoyens et de répondre aux attentes non seulement des autorités, mais de tout le pays entier. Au cours de cette célébration, plusieurs filles et fils d'Alépé se sont vus décerner des prix. Et dans l'actualité sportive, la deuxième journée des éliminatoires zone UFOAB de la Women's Champions League a débuté ce mardi 13 août au stade annexe de Boaké. Et la première confrontation dans la poule A a vu Aïnonvi Football Club du Bénin s'imposer sur un score de 2-1 face à l'AS Koza du Togo. Voyons le résumé de notre envoyé spécial Véronique Conan. Aïnonvi Football Club du Bénin a tracé les sillons de ses qualifications pour les demi-finales des éliminatoires de la Women's Champions League face à l'AS Koza du Togo en blanc. Dossi Germaine et Farida Touligali sont les buteuses qui permettent au club d'espérer jouer la finale des éliminatoires. Score final 2-1, un score qui reflète la physionomie du match. Nous avons joué, on les a acculés, il fallait marquer maintenant. Donc, vous avez vu, il y a un but là-bas qu'on devait marquer. On n'a pas pu concrétiser. Donc nous allons essayer de regarder pour voir qu'est-ce qui s'est passé. On va corriger ces erreurs pour le prochain match. Nous allons voir les erreurs que nous avons commises. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous allons essayer de corriger. Même au niveau de l'attaque, pourquoi on n'a pas pu marquer les buts, quoi. Donc nous allons, n'est-ce pas, essayer de corriger ça pour que nous puissions, dans le prochain match, pouvoir gagner notre match. Aïnonvi Football Club se qualifie librement pour les demi-finales de ces éliminatoires. Quant aux filles de l'AS Koza, elles croiseront les champions de la Côte d'Ivoire le 16 août, l'Inter d'Abidjan, qui n'a plus droit à l'erreur.
Dans l'actualité hors de nos frontières, on vous le disait en titre, ce drame survenu à Kampala, la capitale ougandaise. 26 personnes sont mortes et 39 autres sont portées disparues après l'effondrement samedi dernier d'une décharge dans la capitale. Il s'agit de la décharge de Kitizi, un site de 14 hectares situé dans un quartier du nord de la capitale. Des habitants, des habitations et des animaux d'élevage ont été ensevelis sous des montagnes de déchets. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.